Bonjour, dans cette première vidéo, je voudrais traiter de la problématique de la procédure d'embauche et du problème sous-jacent qui est celui de la discrimination à l'embauche. Et dans la deuxième vidéo, je voudrais évoquer la question de est-ce que l'on peut mentir sur son CV et quelles sont les conséquences qui sont attachées à un CV qui serait falsifié, un peu mensonger. D'abord, la procédure d'embauche, et je pense que c'est important de repartir de la première fois en fait que la question s'est posée lors d'un procès. Quels étaient les faits et comment en fait la Cour de cassation et la Cour d'appel ont résolu cette problématique. Alors, la première fois que la question s'est posée, en fait, les faits sont assez simples. C'est un salarié, en fait, qui avait été embauché en qualité d'ouvrier fraiseur, et il avait caché à son employeur qu'il était, en fait, prêtre ouvrier. Et la seule chose qu'il lui avait indiqué, c'est qu'auparavant, il était commerçant. L'employeur découvre ce mensonge et va donc le licencier pour fausse déclaration à l'embauche. Et la cour d'appel avait retenu à l'époque que le questionnaire d'embauche, il ne doit concerner que des domaines qui sont en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé, avec l'activité professionnelle du candidat à l'emploi. En revanche, ce questionnaire, il ne peut pas porter sur des opinions politiques ou religieuses parce que ça heurte le principe du respect à la vie privée. Alors c'est une solution qui est quand même très très moderne. Il faut garder en tête que c'est un arrêt de la Cour d'appel qui est intervenu dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, et à l'époque on n'avait pas une telle sensibilité à la problématique de la vie privée comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt, qui est le premier arrêt sur cette question, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le seul arrêt qu'on peut vraiment recenser sur cette problématique, dans son arrêt de 73, la Cour de cassation nous développe un raisonnement qui s'articule autour des propositions suivantes. Première chose que nous dit la Cour de cassation, lors de l'embauche, l'employeur n'a pas à prendre en considération des questions comme l'origine raciale, l'appartenance à une organisation syndicale, politique, religieuse, etc. Deuxième chose que nous dit la Cour de cassation, la seule chose que l'employeur peut exiger, ce sont des renseignements qui sont en lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle et l'emploi proposé, ou, et c'est une catégorie un peu plus large, avec les qualités et les aptitudes professionnelles du candidat. De ces deux principes, la Cour de cassation en déduit un corollaire. Ce corollaire, c'est que, le salarié, il a deux droits. Il a d'abord le droit de se taire, au regard, par exemple, de ne pas révéler son activité de prêtre. Donc si un employeur, lors d'une procédure d'embauche, vous pose une question qui n'a strictement rien à voir avec l'emploi proposé ou vos aptitudes professionnelles, vous avez le droit de ne pas répondre. Mais, et c'est encore plus intelligent ce que nous dit la Cour de cassation ensuite, c'est que vous avez même le droit de mentir. D'accord ? Vous avez le droit de mentir, et là en l'occurrence, l'ouvrier avait dit qu'il était auparavant commerçant, ce qui n'était pas tout à fait exact, et la Cour de cassation considère que ça n'a strictement aucune incidence. Prenons des exemples concrets de mensonges que vous pouvez être amené à dire. Par exemple, je pense notamment à une femme lors d'une procédure de recrutement. Si l'employeur lui pose la question « Est-ce que vous comptez avoir des enfants ?» L'employeur pose toujours cette question parce que la plupart des employeurs considèrent qu'avec les congés maternité, etc., ça va bouleverser un peu le fonctionnement de son entreprise, d'accord ? Vous avez parfaitement le droit, en tant que candidate féminine, de dire « je ne veux aucun enfant », alors qu'en réalité, vous en voulez 5. De la même manière, sur votre statut marital, a priori, ça n'a strictement aucune incidence sur votre activité professionnelle, sur vos aptitudes professionnelles, donc vous pouvez parfaitement dire que vous êtes célibataire alors que ce n'est pas le cas. Et bien évidemment, sur votre orientation sexuelle, vous n'avez pas à révéler ça à votre employeur parce que ça ne peut pas avoir de lien avec votre emploi ou avec vos aptitudes professionnelles. Donc vous voyez, c'est un arrêt qui date de 73, mais dans lequel on voit déjà apparaître cette idée qu'on a le droit de se taire et on a le droit de mentir. Et c'est pour ça que vous voyez que les deux problématiques sont assez proches entre la procédure d'embauche et le fait de savoir si on peut mentir sur son CV. Et dernière chose que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt, c'est quelles sont les sanctions qui sont attachées au comportement de l'employeur qui va licencier un salarié pour de fausses déclarations. La Cour de cassation nous dit que là, en l'occurrence, puisque ces informations n'avaient strictement aucun rapport avec l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles de l'ouvrier, c'était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aujourd'hui, il est vraisemblable que la Cour de cassation dirait que c'est un licenciement qui est nul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un licenciement qui est fondé sur un motif discriminatoire, puisque les fausses déclarations avaient trait à les opinions religieuses, et ça, c'est un motif de discrimination. Donc, vous voyez que dans cet arrêt de 73, on trouve déjà un raisonnement qui est parfaitement bien charpenté et qu'il faut bien le reconnaître, semble parfaitement pertinent. Et c'est d'ailleurs ce qui a été repris en fait dans le Code du travail en 92. En 92, il y a une loi qui est venue insérer en fait un article, l'article 12.21.6, qui nous dit quoi ? Qui nous dit d'abord que toutes les informations qui sont demandées à un candidat à l'emploi, elles n'ont comme seule finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi ou pour évaluer ses aptitudes professionnelles. Alors, c'est important de faire attention à la signification des mots, parce que vous voyez bien que les deux expressions, l'emploi proposé et les aptitudes professionnelles, elles ne sont pas exactement synonymes. L'emploi proposé, c'est quelque chose de très circonscrit, d'accord ? Au regard de l'emploi qui vous est proposé, on veut savoir si vous avez telle et telle compétence qui vous permettront, du jour au lendemain, de réaliser une prestation de travail comme le veut l'employeur. Mais l'employeur peut également vouloir sonder vos aptitudes professionnelles. Parce que lorsqu'un employeur recrute, bien évidemment c'est pour un emploi donné, mais il veut aussi pouvoir évaluer si l'employé va pouvoir évoluer dans son emploi. Est-ce que à terme on pourra lui confier plus de responsabilités, etc. Quelles sont les perspectives en fait d'évolution de l'emploi? Donc le Code du travail prend bien en compte ces deux problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes. Autre chose que nous dit le Code du travail, et là vous voyez qu'elle reprend en fait le critère de la Cour de cassation dégagé en 1973, c'est que ces informations, elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou les aptitudes professionnelles. Donc on retrouve cette idée de lien direct et nécessaire, et on retrouve cette dualité entre emploi proposé et aptitudes professionnelles. Et dernière chose qu'ajoute le Code du travail, c'est que le candidat à l'emploi est tenu de répondre de bonne foi aux demandes d'information, et vous voyez qu'à travers la problématique de la bonne foi se pose éventuellement la question de savoir est-ce qu'un CV il est un peu de mauvaise foi ou pas. Et on reviendra sur cette problématique ensuite. Donc, si on analyse brièvement en fait cet article du Code du travail, eh bien, vous avez là en fait un exemple de ce qu'on appelle une codification de la jurisprudence. C'est-à-dire que quand la Cour de cassation elle a rendu un arrêt qui est parfaitement juste, très bien formulé, eh bien le législateur parfois peut avoir tendance à vouloir simplement reprendre cet attendu de principe et en faire un article du Code du travail. C'est exactement l'exemple que vous avez sous les yeux. Et dans cet article, comme je vous l'ai dit, on retrouve toujours cette dualité entre deux notions qui ne sont pas exactement les mêmes, l'emploi proposé et les aptitudes professionnelles. On retrouve encore une fois le critère du lien direct et nécessaire. Et enfin, je vous ai dit, le texte ajoute l'exigence de la bonne foi de la part du candidat. Et d'une certaine manière, cet ajout-là, il ne mangeait pas de pain. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le contrat de travail, il est soumis aux règles du droit commun. Et le droit commun, je vous avais expliqué, c'est le droit des obligations du Code civil. Et quand vous ouvrez le Code civil sur cette partie, on vous dit que les contrats doivent être négociés de bonne foi. Et autre article très important sur lequel on va revenir d'ailleurs après, l'article 1112 vous dit que le déroulement des négociations précontractuelles doit impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. Donc voilà ce que nous dit le Code du travail dans le principe même de ce qui doit se passer lors d'une procédure d'embauche. Mais on a ajouté un autre article, enfin deux autres articles dans le Code du travail à propos des méthodes et des techniques de recrutement, d'aide au recrutement. Alors qu'est-ce que ça veut dire les méthodes et les techniques d'aide au recrutement ? En fait, concrètement, dans les procédures d'embauche un peu modernes maintenant, il est fréquent en fait de demander par exemple au candidat de s'enregistrer dans une vidéo de 3 ou 4 minutes pour se décrire lui-même, ses compétences, ses défauts, etc. Voilà. Donc vous avez des enregistrements audio et vidéo. Vous pouvez également, l'employeur peut toujours aussi faire des tests, notamment des tests de psychologie pour essayer de sonder un peu la psychologie d'un salarié. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes et les techniques d'aide au recrutement. Et le législateur a voulu légiférer sur ce point pour pas qu'il se passe n'importe quoi. Mais
que nous dit le Code du travail? En fait, le Code du travail, la seule chose qu'il nous dit, c'est que les méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Alors, pertinente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces méthodes-là, elles ne doivent pas être complètement farfelues. Faire un test d'astrologie à un candidat à l'emploi, c'est complètement... ça n'a aucune pertinence. En revanche, faire un test de graphologie à un candidat à l'emploi, a priori, c'est pas très pertinent, mais en même temps, dans certains métiers, on a besoin d'écrire, et c'est vrai que quelqu'un qui écrirait de manière totalement illisible, on peut comprendre que ce soit un peu problématique à un moment donné. Mais l'idée derrière tout ça, elle est assez simple, c'est que finalement, quand vous recrutez un violoncelliste, c'est normal de lui demander de jouer du violoncelle devant vous. En revanche, vous n'allez pas lui demander d'écrire un code en Python. Et à l'inverse, quand vous allez embaucher un informaticien, vous n'allez pas lui demander de jouer du violoncelle. Donc voilà, le critère de la pertinence, c'est ça. Mais vous remarquez aussi que cette formulation, elle est beaucoup plus vague. Et pourquoi elle est plus vague? On retrouve... On est toujours dans la continuité du principe selon lequel les informations demandées, elles doivent être en lien direct et nécessaire avec les aptitudes professionnelles du candidat, mais c'est plus imprécis sur les méthodes elles-mêmes. Le législateur ne veut pas définir en fait ce qui est pertinent ou pas. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas le rôle du législateur de rentrer dans tant de détails, et c'est très difficile en fait de définir a priori qu'est-ce qui est une méthode pertinente pour évaluer les aptitudes professionnelles de quelqu'un. Donc vous voyez que ce deuxième article du Code du travail, il se situe un peu en retrait par rapport à l'article précédent où le critère il est très, très étroit, hein, il faut un lien direct et nécessaire, et là on vous dit les méthodes elles doivent être pertinentes sans qu'on les définisse un peu mieux que ça. Donc il y a cette petite divergence entre les deux textes, mais en revanche, le Code du travail ajoute une autre exigence qui, elle, est absolument catégorique et parfaitement claire, c'est que il doit y avoir une double information préalable sur ces méthodes et ces techniques d'aide au recrutement. Première information préalable, eh bien évidemment, c'est celle du candidat à l'emploi. D'accord ? Il y a 2 articles du Code du travail qui sont consacrés à ce principe. L'article 12.21.8, il nous dit que le candidat à un emploi, il est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et des techniques d'aide au recrutement qui seront utilisées à son égard. Et l'article suivant, 12.21.9, nous dit « Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance. » Donc vous voyez qu'il y a cette exigence de l'information préalable du candidat à l'emploi sur toutes les méthodes et les techniques d'aide au recrutement qui vont être utilisées lors de la procédure d'embauche. Et autre information préalable qui est nécessaire, c'est celle du comité social et économique lorsqu'il existe dans l'entreprise. Et ça, c'est l'article 23.12.38 qui nous dit que le comité social et économique est informé préalablement à leur utilisation sur les méthodes et les techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi, ainsi que sur toutes les modifications qui seraient apportées à ces méthodes et aides techniques au recrutement. Voilà ce que nous dit le Code du travail sur ces méthodes et ces techniques, mais la question qu'on se pose toujours, c'est qu'une fois que le législateur a posé une exigence, quelle est la sanction lorsque l'employeur ne respecte pas ces exigences ? Et cette sanction, en fait, elle est double. Il faut d'abord envisager l'hypothèse où c'est le candidat à l'emploi qui n'a pas été préalablement informé de ces méthodes et ces techniques de recrutement. Alors, prenons l'hypothèse, en fait, d'un candidat à l'emploi, il est enregistré lors de la procédure d'embauche, finalement, il est engagé par l'employeur, donc il signe son contrat de travail, et après, ça tourne rapidement au vinaigre, et par exemple, l'employeur voudrait utiliser lors de la procédure de licenciement devant le juge, il voudrait utiliser un des enregistrements audio ou vidéo qu'il a fait lors de la procédure d'embauche. Eh bien, si le candidat à l'emploi n'a pas été préalablement informé de cet enregistrement vidéo, eh bien, on considère que c'est une preuve déloyale et que l'employeur ne peut pas produire cette preuve devant le juge, et que si jamais il produit cette preuve devant le juge aura l'interdiction d'examiner cette preuve. D'accord ? Donc voilà la première sanction lorsqu'on n'a pas informé préalablement un candidat à l'emploi du fait qu'il allait être enregistré.
D'autre part, évidemment, le candidat à l'emploi peut demander la réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, c'est l'article 1240 du Code civil, ça ne pose aucun problème. Il y a aussi une autre sanction, et là maintenant on est dans l'hypothèse où ce serait le comité social et économique qui n'a pas été préalablement informé de la mise en œuvre de ces méthodes et ces techniques d'aide au recrutement, et bien là on peut considérer qu'il y a eu un délit d'entrave de la part de l'employeur, et le délit d'entrave c'est sanctionné pénalement. Mais malheureusement, ces deux sanctions, elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Pour le délit d'entrave, l'amende, finalement, elle n'est pas très élevée, ce qui fait que, dans l'ensemble, ça gêne pas vraiment un employeur d'être condamné pour délit d'entrave. Et pour le candidat à l'emploi, vous voyez que les juges, ils sont très frileux dans leur manière d'évaluer le préjudice en France, et donc, a priori, ça sera des sommes qui seront, somme toute, assez faibles. D'accord ? Continuons toujours sur ces méthodes et techniques de recrutement. La dernière chose que nous dit le Code du travail, c'est que les résultats qui ont été enregistrés, qui ont été obtenus grâce à ces méthodes et ces techniques de recrutement, ces résultats, ils sont, nous dit le Code du travail, ils sont confidentiels. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions qui peuvent se poser. D'accord ? Certes, les résultats, ils sont confidentiels, mais si vous avez postulé à un emploi, que votre candidature n'a finalement pas été retenue au bout d'un processus de recrutement assez long, est-ce que vous pouvez avoir accès, en tant que candidat à l'emploi, est-ce que vous pouvez avoir accès à ces données, ou est-ce qu'elles sont confidentielles et l'employeur peut les garder pour lui-même ? Alors, il n'y a pas d'arrêt pour l'instant qui a clairement tranché cette question, mais il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui est intéressant, c'est un arrêt Novak de 2017, et que nous dit la Cour de justice dans cet arrêt ? C'était en fait un Irlandais qui voulait devenir comptable, en fait. Donc il passait un examen auprès d'une commission. Donc c'est un examen professionnel, vous voyez, mais c'est pas une candidature pour un emploi. Mais malgré cette petite différence, je pense que le principe qui est reconnu par la CJUE, il est applicable à une candidature à un emploi. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est qu'on nous dit que les réponses qui sont fournies par le candidat, ça, c'est des données à caractère personnel auxquelles il a accès. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'arrêt, c'est que la Cour nous dit que les évaluations, les annotations de l'examinateur, ce sont également des données à caractère personnel auxquelles le candidat peut avoir accès. Autrement dit, si on se fonde sur cet arrêt, a priori, un candidat à un emploi, il peut parfaitement demander à l'entreprise qui ne l'a pas recruté d'avoir accès non seulement à ses enregistrements audio et vidéo, mais aussi aux appréciations qui ont été faites sur lui par l'employeur lors de la procédure d'embauche. Ça, c'était la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si d'aventure l'employeur divulguait ces enregistrements qui sont confidentiels. Et là, sur ce point, en fait, on a une réponse qui est catégorique dans le Code civil. C'est l'article 11.2 du Code civil qui nous dit que celui qui divulgue sans autorisation, ou même qui utilise sans autorisation une information qu'il a obtenue à l'occasion des négociations précontractuelles, donc c'est exactement l'hypothèse dans laquelle on est, eh bien, s'il fait ça, il engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez que ça, c'est sur toute la procédure de recrutement. Voilà comment elle est légiférée dans le Code du travail. On a un principe qui est très clair, qui est celui selon lequel l'employeur il peut solliciter des informations de la part du candidat à l'emploi, mais ces informations, elles doivent avoir un lien direct et nécessaire, soit avec l'emploi, soit avec les aptitudes professionnelles du salarié. Quant aux méthodes de recrutement, eh bien, il faut qu'elles soient pertinentes, mais au-delà de ça, il faut surtout que le candidat à l'emploi soit préalablement informé de leur existence. Et voilà en fait comment se résolvent toutes les problématiques liées à ça. Voyons maintenant, et c'est un sujet beaucoup plus préoccupant, j'ai pas d'autre mot, voyons maintenant la problématique de la discrimination à l'embauche. Et ce que je voudrais évoquer avec vous d'abord, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène de la discrimination à l'embauche, quelles sont les méthodes de prévention qu'on a essayé d'envisager et pourquoi malheureusement elles ne sont pas très efficaces, et enfin quelles sont les sanctions
qui sont envisageables contre un employeur qui ferait de la discrimination à l'embauche, et je vais vous expliquer que ces sanctions, malheureusement, elles ne sont pas dissuasives, ou en tout cas, il y en a une qui pourrait l'être, mais pour l'instant, elle n'a jamais été mise en œuvre. Alors, d'abord, quelle est l'ampleur en fait de la discrimination à l'embauche ? Eh bien, cette discrimination à l'embauche, elle vient d'être très récemment étudiée la semaine dernière par un rapport qui est le plus gros rapport en date sur cette question. Vous trouverez le lien vers ce rapport, l'intégralité de ce rapport sous la vidéo, d'accord ? Et c'est une étude qui a été faite au regard uniquement vis-à-vis des grandes entreprises, d'accord ? Et quand on lit ce rapport, qui a d'ailleurs été un peu médiatisé, on voit que l'ampleur de la discrimination à l'embauche, elle est assez importante. Et surtout, en fait, les victimes, en fait, les premières victimes de cette discrimination à l'embauche, c'est les candidats qui sont d'une origine présumée maghrébine. Et pour ces candidats-là, eh bien, vous voyez que ils ont 20% de chances de moins d'obtenir une réponse favorable à leur candidature que quelqu'un qui est d'origine présumée française. Le rapport met également en évidence une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a aussi une discrimination selon le lieu de résidence. Alors qu'est-ce que ça veut dire la discrimination selon le lieu de résidence ? Ça veut dire que deux candidats qui sont absolument identiques, eh bien s'il y en a un qui habite dans un quartier défavorisé, il sera discriminé par rapport à celui qui habite dans le centre-ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de manière assez présente aux États-Unis, par exemple. Et en fait, l'idée derrière, c'est que l'employeur se dit, quelqu'un qui vit dans un quartier défavorisé, déjà, bon, il aura sans doute peut-être plus de problèmes pour se rendre sur son lieu de travail, donc ça risque d'être plus problématique pour lui, il y aura peut-être des retards, etc. Et aussi, il y a une sorte de préjugé sur le milieu dans lequel il a vécu, ou il est en train de vivre, ses origines, entre guillemets, sociales, quoi. Donc, voilà, cette discrimination, en fait, elle est beaucoup plus faible en France, mais la discrimination principale, c'est la discrimination en fonction de l'origine présumée. Et dernière chose que met en évidence ce rapport, c'est que cette discrimination, en fait, elle est de plus en plus forte, plus l'entreprise est grande. Et ça, c'est un résultat qui est véritablement choquant. Pourquoi ? Parce que plus l'entreprise est grande, plus elle a été sensibilisée à ces problématiques de la discrimination à l'embauche, et plus elle a les moyens, en fait, de lutter contre cette discrimination à l'embauche. Donc c'est quand même très paradoxal que les très grandes entreprises du CAC 40 discriminent plus que des grandes entreprises françaises, mais qui n'ont pas des tailles aussi importantes. Mais il faut bien aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'étude que vous avez sous les yeux, elle ne s'est focalisée que sur les grandes entreprises. Donc il ne faut pas croire que dans une petite entreprise, il n'y a pas de discrimination à l'embauche. La discrimination à l'embauche, elle se fait dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Simplement, c'est beaucoup plus difficile à identifier dans une petite entreprise, parce que quand vous avez un salon de coiffure ou une boulangerie avec quelques salariés et qu'il y a un poste qui se libère, eh bien en fait les méthodes de testing qui sont utilisées avec les grandes entreprises, elle patine complètement vis-à-vis d'une petite entreprise, parce qu'on ne peut pas envoyer plusieurs CV, vous voyez, pour un même poste, ou en tout cas, les réponses sont pas suffisamment importantes pour arriver à identifier une discrimination à l'embauche. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la problématique de la discrimination à l'embauche, elle est malheureusement généralisée dans toutes les entreprises en France. Quelles sont les méthodes de prévention qu'on a essayé de mettre en place pour justement éviter cette discrimination à l'embauche ? Eh bien, en fait, ce qu'on a pensé, c'était créer en fait le mécanisme du CV anonyme. Et c'est ce que nous dit l'article 121.7 du 12.21.7 du Code du travail. On peut mettre en place le CV anonyme. Et vous voyez déjà à la simple lecture de cet article que c'est juste une possibilité, c'est pas une obligation. Et malheureusement, en fait, le CV anonyme, c'est un processus qui est inefficace parce que peut-être au niveau de la phase écrite du recrutement, lorsqu'on envoie son CV, effectivement, on cache son nom, on n'a pas besoin de mettre sa photo, donc il n'y aura pas de processus de discrimination à ce moment-là, mais le processus de discrimination, il va s'enclencher lors de la phase, entre guillemets, orale, lors des entretiens, en fait, préalables à l'embauche. Donc, en fait, on se rend compte que, concrètement, le CV anonyme n'a absolument pas permis de résoudre cette problématique de la discrimination à l'embauche.
Voilà, donc ça c'était... Excusez-moi, je suis un peu en retard sur le, sur le déroulement de cette diapositive. Euh, alors, je me suis posé une question, et je vous en fais part. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre forme de prévention à envisager ? Et l'idée en fait m'est venue avec ce qu'on a fait pour l'égalité homme-femme. Pour convaincre et pour essayer de lutter contre l'inégalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, le législateur a très récemment mis en place ce qu'on appelle un index d'inégalité homme-femme, et le Code du travail exige maintenant que dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur, l'entreprise, elle publie sur son site internet cet indice qu'elle a calculé en fait au regard de ses employés. Et vous voyez que cette méthode, en fait, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le name and shame. Donc ça, c'est une expression américaine pour dire, on essaye de pas d'humilier publiquement, mais en gros, là, l'idée, c'est de dire, l'entreprise, elle va être contrainte de publier son index homme-femme, et ouvertement, les candidats à l'emploi et les clients, les fournisseurs verront que dans cette entreprise, il y a un écart entre les hommes et les femmes qui est très important. Et en même temps, cette publication, elle permet à l'entreprise aussi, au fil du temps, d'améliorer en fait et de résorber progressivement cet écart entre les hommes et les femmes. Et donc, vous voyez que c'est aussi un moyen pour une entreprise de se racheter, entre guillemets, et de montrer à quel point elle a engagé des efforts sur ce point et à quel point elle est parvenue à une quasi-égalité entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez que ce mécanisme de la publication sur le site internet de l'index homme-femme, il est assez intéressant. Et on peut se dire pourquoi on ne ferait pas la même chose au regard des candidats à l'emploi. Le problème, c'est que c'est très difficile de le faire parce qu'en France, on a une interdiction en fait de ce qu'on appelle les statistiques d'origine ethnique. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la loi informatique et liberté. Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui relèvent de la prétendue origine raciale, origine ethnique, les opinions politiques, etc. Alors, on a cet interdit dans la loi informatique et liberté. Et en même temps, en sciences sociales, on est absolument convaincu de l'utilité des statistiques ethniques pour mettre à jour les discriminations. D'accord ? Donc ça, en France, on sait parfaitement, comme aux États-Unis, comme dans les autres pays de l'Union européenne, on sait que ces statistiques d'origine ethnique, elles permettent de mettre en évidence des discriminations. Mais en France, il y a une opposition de principe à ce qu'on réalise ces statistiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, on a une culture qu'on dit universaliste. On reconnaît aucune communauté en France, et si vous reprenez la Constitution de 1958, qu'est-ce que vous voyez dans le préambule de la Constitution, troisième phrase, c'est qu'il y a un idéal commun de liberté, d'égalité. Donc vous voyez bien que dès lors qu'on parle d'égalité, on refuse de reconnaître une inégalité en fonction de l'origine. Vous relisez aussi l'article 1 donc, de la Constitution, on vous dit la France, c'est une république indivisible. Et elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc vous voyez bien que des statistiques dites ethniques, elles vont à l'encontre de ce principe d'une France qui est une et indivisible. Donc voilà, et je pense que ce qu'on fait avec l'index homme-femme, c'est très intelligent, mais malheureusement, on aura un problème à le réaliser, en fait, vis-à-vis de la problématique de la discrimination à l'embauche, alors pourtant que ça permettrait, toujours selon la même idée, que l'employeur soit obligé de reconnaître qu'il a pu discriminer, et ça va peut-être le conduire progressivement à spontanément corriger le biais qu'il a lors des procédures d'embauche. Donc voilà, on a vu en fait donc l'ampleur du phénomène, on a vu quelles sont les mesures de prévention qui existent et qui sont insuffisantes, qui pourraient exister mais qui sont difficiles à mettre en place. Voyons maintenant pourquoi les sanctions sont malheureusement dissuasives. Et je voudrais revenir en fait sur l'utilisation du testing qui a été mis en œuvre dans le rapport que je viens de vous expliquer. Je voudrais également vous expliquer comment en fait le droit de la discrimination, il est malheureusement inefficace en matière de discrimination à l'embauche,
Et je voudrais enfin évoquer avec vous une solution qui pourrait être, pour le coup, radicale, mais qui, malheureusement, n'a pas encore été mise en œuvre. Alors, d'abord, pourquoi le testing, c'est un échec? Ça a un intérêt. Il ne faut pas le négliger, ça a un intérêt parce que ça permet, et l'étude, le rapport que je viens de vous montrer le prouve, ça permet de mettre clairement en évidence des discriminations à l'embauche. Pourquoi? Parce qu'on utilise des faux candidats avec des faux CV et on envoie ça aux entreprises et en fonction de leurs réponses, on peut, surtout quand l'entreprise est grande, on peut arriver à déceler très précisément quel type de discrimination peut avoir lieu selon la résidence ou au contraire selon l'origine présumée. Et l'intérêt du testing aussi, c'est que ça évite de faire des statistiques sur des gens, des candidats réels à l'emploi. D'accord? Donc le testing, il a ce double intérêt. L'inconvénient, et ils sont malheureusement nombreux, premier inconvénient, et la presse d'ailleurs, dans les articles de presse à propos de l'étude que je viens de vous mentionner, a regretté qu'on ne publie pas le nom des entreprises coupables. Et c'est des entreprises du CAC 40, donc a priori, pourquoi ne pas donner leur nom? Je veux dire, cette étude, elle s'est réalisée, elle a mis en évidence, des phénomènes de discrimination, pourquoi on ne pourrait pas connaître le nom de ces entreprises? En même temps, c'est un peu problématique parce que vous voyez que ces entreprises, elles ont été identifiées au hasard, elles ont été tirées au sort dans un panel, et on a fait vis-à-vis d'elles du testing qui met en évidence la discrimination, alors que si on avait pris d'autres entreprises, on aurait sans doute réussi à mettre en évidence aussi ces discriminations-là. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas voulu publier le nom de ces entreprises. Mais ce qui me surprend, moi, en tout cas, et la presse ne l'a pas souligné, c'est que on n'a pas publié le nom des entreprises qui étaient vertueuses. Or, quand vous voyez le rapport, il y a des grandes entreprises françaises qui ne font pas de discrimination à l'embauche. Donc on pourrait utiliser le testing pour au moins louer, entre guillemets, les entreprises qui ne font pas de discrimination. Mais bon, pour l'instant, on n'a publié aucun nom, donc vous voyez que cette étude-là, elle est intéressante d'un point de vue théorique, mais au-delà de cet intérêt théorique, ça va pas au-delà. Et enfin, le dernier inconvénient du testing, c'est que ça ne permet pas d'indemniser et de réparer le préjudice subi par les victimes réelles. Parce que à côté des testings qui sont faits sur ces grandes entreprises, eh bien, il y a des candidats réels qui, dans le même temps, postulent à des emplois dans ces entreprises et qui sont discriminés. Donc, vous voyez que le testing, finalement, il permet de mettre en évidence des phénomènes de discrimination, mais il ne permet pas d'identifier quelles sont les véritables victimes et comment réparer leurs préjudices. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi, en fait, le régime juridique de la discrimination est inefficace pour ce qui est de la problématique de la discrimination lors de l'embauche. Alors évidemment, le droit du travail s'applique, l'interdiction de la discrimination s'applique lors de l'embauche. Et c'est ce que nous dit clairement l'article 1132.1, d'accord? Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son orientation sexuelle, etc. Mais le principe fondamental en matière de discrimination, c'est que tout acte qui a été pris à l'égard d'un salarié ou d'un candidat à l'emploi en méconnaissance de cette interdiction des discriminations est nul. En matière de licenciement, on le comprend très bien. C'est-à-dire que si le licenciement repose sur un motif discriminatoire, le juge va dire que le licenciement est nul, ce qui a pour conséquence qu'en fait, en réalité, le contrat de travail se poursuit, et que le salarié peut demander sa réintégration dans l'entreprise. Mais vous voyez bien que pour la discrimination à l'embauche, ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a rien à annuler. Il n'y a rien à annuler au sens où l'employeur n'a juste pas donné suite à une candidature de la part de quelqu'un qui cherchait un emploi. Donc, il n'y a pas de décision positive de sa part qu'on pourrait ensuite annuler. Et vous me direz, mais quand même, le candidat à l'emploi, il peut quand même demander la réparation de son préjudice. Et c'est quoi le préjudice qu'il a subi en raison de cette discrimination à l'embauche? Eh bien, la réparation du préjudice, nous dit le Code du travail, les dommages et intérêts qui peuvent être alloués à une personne qui est victime de discrimination, ça couvre en fait tout le préjudice qu'il a subi. Mais c'est quoi
l'ampleur de ce préjudice. Parce que là, vous voyez que c'est quelque chose qui est très ponctuel. Lors d'un processus d'embauche, finalement, la candidature n'est pas retenue. Et quand on regarde le Code civil, vous avez un autre article, et je vous avais dit qu'on reviendrait sur cet article, qui nous dit qu'en cas de faute commise lors des négociations, et une discrimination à l'embauche, c'est clairement une faute, ça, c'est incontestable, la réparation du préjudice ne peut pas avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte des chances d'obtenir ces avantages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, cet article du Code civil, on l'a introduit pendant la réforme de 2016, et c'est une codification de l'arrêt Manoukian qu'avait retenu la Cour de cassation. Et vous voyez, déjà en lisant cet article, vous comprenez que le préjudice subi par le salarié, par le candidat discriminé, ça ne sera jamais de la part du juge d'ordonner la conclusion forcée du contrat de travail. Ça, c'est juste absolument inenvisageable. Donc, on ne peut pas forcer un employeur de conclure un contrat de travail. Et c'est pas non plus, nous dit cet article 1112, les montants des dommages-intérêts, ça sera jamais en fait les salaires que le candidat aurait pu espérer avec la conclusion de ce contrat de travail. Et ça n'est même pas la perte de la chance d'obtenir le paiement de ces salaires. Donc en réalité, un candidat qui a été discriminé lors d'une procédure d'embauche, la seule chose qu'il va pouvoir demander, c'est la réparation intégrale de son préjudice, certes, mais ce préjudice, c'est juste d'avoir été discriminé et de ne pas avoir été embauché. Et vous voyez que le problème, c'est qu'en France, comme les juges sont très frileux, eh bien, des dommages et intérêts vis-à-vis d'une personne comme ça, ils seront évalués de manière assez faible, et la sanction ne sera absolument pas dissuasive pour l'employeur. D'accord ? Dernière chose qu'on peut faire aussi dans la réparation intégrale du préjudice, à supposer en fait que le candidat arrive à démontrer qu'il y a bien eu une discrimination lors de l'embauche, il peut solliciter, et ça on n'y pense pas assez souvent, la publication du jugement, notamment sur le site internet de l'entreprise qui l'a discriminé. Et ça, j'en ai fait une autre vidéo sur la faculté de pouvoir toujours solliciter la publication d'un jugement, je mentionnerai la vidéo sous celle-ci. Et c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet en fait d'humilier, entre guillemets, publiquement une entreprise qui vous a discriminé. Donc ça, éventuellement, la publication du jugement, c'est quelque chose qui serait efficace, qui serait peut-être un peu dissuasif pour l'employeur, mais vous voyez que ça suppose quand même qu'on arrive à prouver l'existence de cette discrimination lors d'une embauche et que le candidat ait eu le courage, parce que généralement ils n'ont pas le courage de faire ça, d'aller devant un juge et de gagner son procès, alors que l'employeur pourra toujours prétexter que la candidature correspondait pas exactement à ce qu'il attendait, etc. Donc vous voyez que c'est possible, théoriquement, mais malheureusement dans les faits, ça ne se produira jamais. Autre solution qui est envisagée par le Code du travail, qui elle est plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'action en substitution. Et elle est mentionnée à l'article 1134.2 du Code du travail pour les organisations syndicales représentatives. Et on vous dit que les organisations syndicales représentatives, elles peuvent exercer en justice toutes les actions, d'accord, relatives à la discrimination d'un candidat à l'emploi. Et dans ce cas-là, en fait, l'organisation syndicale, elle se substitue complètement au candidat, c'est-à-dire que c'est l'organisation syndicale qui va aller devant le conseil de prud'homme et qui va porter l'instance jusqu'à son terme. Et vous avez à peu près les mêmes dispositions pour les associations de lutte contre les discriminations. C'est l'article suivant du Code du travail. La seule différence entre les deux, c'est que en fait, l'association de lutte contre les discriminations, elle doit avoir l'accord du candidat à l'emploi qui a été discriminé. Donc vous voyez qu'on a dans le Code du travail déjà cet outil depuis plusieurs années, mais malheureusement il n'a jamais été utilisé. Donc c'est une possibilité théorique, mais qui malheureusement n'a jamais été concrétisée. Et surtout en fait l'action en substitution, elle ne permet à l'organisation syndicale que de se substituer à un seul candidat à l'emploi. Et en fait tout l'intérêt pour trouver des sanctions dissuasives, c'est de permettre en fait à une organisation syndicale de se substituer à plusieurs candidats qui ont été discriminés, et c'est ce que vient de reconnaître le Code du travail dans les actions de groupe. D'accord ? Et l'action de groupe, elle est désormais possible, et c'est ça la sanction qui pourrait être dissuasive à l'encontre d'une entreprise qui discrimine à l'embauche. Et là encore, c'est toujours l'organisation syndicale représentative qui va pouvoir agir, cette fois non pas devant le juge prud'homal, mais devant la juridiction civile, donc en gros le juge judiciaire, pour établir que plusieurs candidats, d'une manière récurrente, vous voyez, des candidats font l'objet d'une discrimination.
vous trouvez le régime juridique qui est défini alors, dans 2 endroits différents. Il y a les règles spécifiques au Code du travail qui sont dans le Code du travail aux articles 1134.6 à 1134.10 et le régime classique en fait de l'action de groupe qui est dans la loi de 2016. Je vous mentionnerai les 2 lois sous cette vidéo. Et pour qu'une instance comme celle-ci soit efficace, entre guillemets, eh bien, qu'est-ce que doivent faire les organisations syndicales? Elles doivent utiliser, enfin, en tout cas, c'est qu'on peut leur conseiller, en fait, de faire ce qu'on appelle l'expertise in futurum. En fait, c'est l'article 145 du Code de procédure civile qui vous dit qu'on peut aller devant le juge, sans informer l'entreprise qui est discriminante, et demander au juge qui leur donne, par exemple, la saisie de tous les ordinateurs de l'entreprise dans le secteur des RH, pour obtenir en fait des preuves sans que l'employeur soit au courant de ça. Sans même aller jusqu'à l'expertise in futurum, j'ai fait une autre vidéo en fait dans cette chaîne qui est à mon sens extrêmement importante dans le droit du travail, c'est ce qu'on appelle le droit à la preuve. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez engagé un procès, une fois que l'organisation syndicale représentative a attrait l'employeur devant le juge civil, eh bien, il peut demander que l'employeur lui fournisse toutes les candidatures qu'il a reçues et toutes les raisons pour lesquelles il a rejeté ces candidatures. Et en fait, quand un élément de preuve, il est détenu par la partie adverse, et donc que vous n'y avez pas accès, eh bien, si cet élément de preuve, il est essentiel à la solution du litige, la partie adverse peut être condamnée par le juge à produire ce document afin que les 2 parties puissent en discuter. Donc vous voyez que l'action de groupe, si on utilise des mécanismes comme l'expertise in futurum ou le droit à la preuve, ça permettrait d'identifier pour une entreprise donnée sur une période de temps, généralement on considère que la prescription c'est 5 ans, donc ça permettrait de savoir toutes les candidatures qui ont été retenues par l'entreprise, toutes les candidatures qu'elle a reçues, celles qu'elle a retenues et celles qu'elle a écartées. Et ça permettrait de mettre en évidence une discrimination à l'embauche. Et la sanction, dans ce cas-là, elle devient dissuasive. Elle devient dissuasive, pourquoi? Parce que, certes, sur une base individuelle, un candidat qui a été discriminé, son préjudice, il est faible. Mais quand vous additionnez tous les candidats qui ont été écartés pour des motifs discriminatoires d'une entreprise, là, la somme, à la fin, elle devient assez importante. Et autre chose que permet l'action de groupe, mais pas nécessairement l'action de groupe aussi, je vous ai dit, c'est de publier le jugement sur le site internet. Donc si vous voyez au terme d'une action de groupe que l'organisation syndicale a réussi à mettre en évidence que pour une entreprise donnée, il y a un nombre conséquent de candidats qui ont été discriminés, et qu'elle obtient la réparation des préjudices et en plus la publication du jugement, là on est véritablement dans ce qu'on appelle le name and shame anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on peut effectivement clouer au pilori, entre guillemets, une entreprise pour ses pratiques discriminatoires. Donc vous voyez, c'est à mon sens l'avenir en fait de la solution la plus pertinente pour parvenir à identifier les entreprises qui discriminent et les sanctionner de manière dissuasive, c'est l'action de groupe. Et j'espère que un jour, une organisation syndicale aura le courage et l'audace de faire ça. Voilà pour cette première vidéo qui concernait donc la procédure d'embauche et la problématique de la discrimination à l'embauche. Et à travers cette première vidéo, on a vu que le salarié doit répondre de bonne foi aux demandes qui lui sont, aux informations qui sont exigées de la part de l'employeur. Et à travers cette question de la bonne foi, apparaissait aussi déjà le droit de se taire sur ce qui n'est pas en lien direct avec l'emploi proposé, et apparaissait aussi l'idée qu'on a le droit de mentir aussi sur ce qui n'est pas en lien direct avec les aptitudes professionnelles d'un candidat. Je voudrais reprendre tout ça dans une deuxième vidéo qui a trait maintenant sur est-ce que l'on peut mentir sur son CV.